Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Isabelle Serre, autrement dit Isa, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Coucou Isa. Coucou, merci de m'accueillir. Avec joie. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes dont j'ai envie de parler avec toi, mais peut-être on va commencer par te présenter s'il y en a qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent vaguement. Ça m'étonnerait parce que maintenant beaucoup de personnes te connaissent, mais rapidement, si j'ai bien compris, tu es diplômée en psychologie, tu es écrivaine et tu as écrit des livres et surtout de nombreux oracles et de beaux oracles. Tu fais aussi des conférences, tu as lancé plein de projets éditoriaux et voilà, plein de projets divers. Et tu es aussi sensible, médium, intuitive et tu mets tout ça au service eh bien de tes créations et de l'accompagnement des personnes. Est-ce que j'ai tout bon jusque-là? J'ai rien à rajouter. Ok, super. Et alors, donc tout ça, c'est ce que tu fais maintenant, ça peut permettre de te connaître un petit peu, mais est-ce que peut-être tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là à faire ce que tu fais, à partager? J'ai entendu quelque part que tu disais que ton papa était aussi médium, mais que tu ne l'as appris qu'à tes 18 ans. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Peut-être que ça a participé, et j'en suis sûre même, de ton histoire et de l'acceptation aussi de tes dons. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, oui, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une certaine forme d'incompréhension par rapport à la vie, surtout quand je suis rentrée à l'école parce que j'étais fascinée par les planètes, etc. Et en fait, on m'a inculqué cette idée que pour réussir dans la vie, il fallait avoir un bon travail, une maison, un chien, des enfants. Et je me disais, mais par exemple, au collège, je voulais pas du tout aller à l'école parce que je disais, mais c'est une mascarade, cette histoire. En fait, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être si complexe et nous proposer des objectifs de vie qui, pour moi, me paraissaient plats parce que j'étais toujours en train de réfléchir à pourquoi on était si complexe en vivant si peu, etc. Enfin bref, j'aimais pas la vie. J'étais très en colère d'être en vie. J'aimais pas du tout le concept en fait. Et surtout, je ressentais et je voyais beaucoup de choses que les autres ne voyaient pas. Donc ça, par exemple, ça a participé à un harcèlement scolaire, hein. J'ai été la fille bizarre, la sorcière, la fille à qui il faut pas parler, etc. Et ça a été très pénible parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression de pas être normale. Au fur et à mesure que tu as cette impression-là, tu arrêtes de parler, tu arrêtes de communiquer et tu t'enfermes en fait. Et mon père, pour qui j'ai une affection très particulière, m'a laissé complètement galérer. Mais avec le recul, je pense qu'il y a l'effet miroir et que du coup, il y a une certaine forme, je pense, de peur parce que lui a vécu la même chose et que je pense que s'il m'avait conseillé plus tôt, ça l'aurait fait revivre des choses de lui enfant et je pense qu'il n'était pas prêt. Donc, je lui en veux absolument pas. Mais oui, en fait, j'ai acheté mon premier oracle à mes 17 ans et demi. Ça a été une vraie révélation pour moi. Et je me suis également intéressée vraiment au concept de la spiritualité et ça a permis de diminuer la colère parce que j'ai eu enfin des réponses en fait qui me permettaient de comprendre la complexité, etc. et qui avaient autre chose de la vie que une carrière, une maison et des enfants. Et surtout, mon père, oui, à mes 18 ans, je me rappellerai toujours, on était en train de déjeuner, m'a raconté une petite anecdote et au final, la fin de l'anecdote, il m'a dit, tu n'es pas folle, tu es comme moi. Et ça a été un vrai soulagement parce qu'enfin, ça m'a permis de m'accepter, en fait. Donc, après, je suis diplômée de psychologie. Alors, je suis pas psychologue, hein, j'ai une licence de psycho. Je me tâte d'ailleurs à reprendre mes études par rapport à ça. Et ensuite, en fait, j'ai eu plusieurs travails. Je travaillais dans la banque parce que mon père était directeur de banque. Donc, pour plaire à papa, on est rentré dans la banque. Ça s'est pas bien passé. À la fin, ça s'est pas bien passé du tout. Je suis tombée malade et j'ai insulté mon directeur. Je vous conseille pas de le faire. Et suite à ça, je suis partie en Thaïlande et en fait, toute seule un mois sur un coup de tête, alors que je suis quelqu'un de très timide et pas du tout bilingue, hein, donc ça a été un peu difficile. Mais j'ai rencontré en fait mon ange gardien en Thaïlande et en vrai, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu une question d'intuition, de ressenti, je l'ai vu, je l'ai entendu. D'ailleurs, pour moi, j'étais en train de mourir parce que j'ai vu tout le blanc. Et voilà, je voyais le tunnel blanc et pour moi, je me suis dit, je vais mourir d'un AVC à Bangkok, quoi. Et ça a vraiment changé ma vie. Et en fait, quand je suis rentrée
j'ai quitté la banque, j'ai créé les oracles d'Isa, mais je pensais jamais pouvoir en vivre en fait. Donc au tout début, moi je proposais des consultations, je tirais les cartes. Et suite à ça, en fait, j'ai passé mon concours infirmière que j'ai eu, j'ai validé ma première année. La vie a fait que je pensais que j'allais faire un report. J'avais besoin d'un an. Donc j'ai été aide-soignante et en fait, parce que vu que j'avais ma première année d'infirmière, ça me donnait l'équivalence d'aide-soignante. Et en fait, j'étais aide-soignante la nuit et médium le jour. Donc c'était un peu difficile. Et puis je me suis laissé 15 jours à prendre une décision et du coup, les oracles d'Isa ont pris ensuite une grande place dans ma vie parce que c'est devenu mon travail. À savoir si je pensais que comme tu dis, la phrase qui me choque toujours, c'est oui, vous la connaissez sûrement. Et moi, je suis toujours comme ça. Ah bon? Mais pourquoi? Je, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand. Et je t'avoue que parfois, ça me fait bien flipper parce que c'est toujours très bizarre de te dire que beaucoup de personnes alors, te connaissent, entre guillemets, parce que c'est des relations parasociales par ton travail. Ça, je pense que je m'y habituerai jamais. Il y aura toujours le « ah bon ». Mais voilà, un peu pour parler de mon parcours. Ouais, merci de partager tout ça avec ta joie de vivre et ton authenticité. Et je résonne beaucoup avec ton parcours sur plusieurs aspects. Et je pense que beaucoup de personnes pourront aussi se retrouver dans cette histoire. C'est ce que j'aime aussi avec les histoires personnelles. Parce que j'étais comme toi, petite, je comprenais pas non plus le monde, je posais énormément de questions. Le soir, on avait un rituel avec mon père, ça s'appelait la petite question depuis que j'étais toute petite. Et je posais des questions sur les planètes, sur le monde, sur la vie, sur la mort. Et j'avais tel besoin de compréhension et j'avais l'impression que rien ne faisait sens. Et je me suis sentie aussi beaucoup en décalage dans mon histoire personnelle. Et c'est vraiment que quand j'ai mis la main en étant très jeune sur des textes spirituels, des livres de ma mère, et voilà, que d'un coup, c'était genre, ah, enfin, je suis soulagée. J'ai l'impression qu'il y avait une partie de la vérité qu'on me cachait, qu'il y avait une partie des réponses que je cherchais depuis toujours qui n'avaient pas été dévoilées, et j'avais l'impression de retrouver un peu qui j'étais, tu vois. Et à partir de là, ça s'est fait vraiment avec fluidité, mais ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma construction personnelle parce qu'on se croit presque un peu fou et on est enfant en plus. Donc, des fois, on n'arrive pas à mettre les mots ni à comprendre exactement ce qui peut se passer. Et la vie, on trouve toujours un moyen de nous guider, de nous mettre sur notre chemin au bon moment, des personnes, des livres, des sources d'inspiration, etc. Mais aujourd'hui, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cet éveil en étant adultes. Et tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que peut-être nous quand on était jeunes ou encore peut-être avant où il y avait moins d'accès aux informations également et ça se faisait c'était encore plus tabou et donc c'était un peu plus long. Et maintenant, j'ai vu autour de moi des personnes qui en 3 mois, 6 mois ont des éveils incroyables avec des réveils de leur capacité aussi assez phénoménales. Et voilà, et on est dans cette période-là aussi. Et donc, je crois aussi que, enfin, voilà, tout ça pour dire que ces éveils qu'on est en train de vivre, eh bien, tu es une actrice aussi de ça, en partageant ton histoire, en partageant tout ce que tu fais. Et comment est-ce que tu vis, toi, aujourd'hui, cette spiritualité dans ce monde parfois où c'est pas toujours accepté, où c'est pas toujours bien regardé? Comment est ton rapport par rapport à ça? Alors moi, je m'en fiche complètement de ce que l'on pense de moi gratuitement. C'est-à-dire que tout ce qui est projection et effet miroir négatif ne rentre absolument pas chez moi. Donc tout ce qui est jugement et critique négative, pas négative mais gratuite, parce que parfois une critique peut être négative et constructive, donc ça je l'écoute. Mais lorsque c'est gratuit, je m'en fous royal. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide on va dire, à avancer. Après, j'ai pas forcément, je suis pas confrontée à beaucoup de jugements ou de critiques personnelles. Alors, la spiritualité est évidemment toujours, surtout dans les médias, caricaturée, diabolisée et tutti quanti. Mais moi, personnellement, non. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile de s'éveiller parce que il y a les réseaux
réseaux sociaux, qu'on n'avait pas, que moi je n'y avais pas à l'époque. Également, avant, il fallait chercher son oracle dans le petit coin sombre, poussiéreux. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus mis en avant. Mais moi, je trouve que il y a une autre mouvance qui s'est mise en place au-delà des éveils et des remises en question. C'est surtout depuis le premier confinement. Là, lors du premier confinement, il y a eu un énorme boom au niveau de la spiritualité parce que beaucoup de personnes ont perdu leur repère. Tout de suite, beaucoup de personnes, alors c'est sans jugement que je dis ça, hein, mais beaucoup de personnes étaient tellement dans leur routine et tellement persuadées que cette routine définissait le cours des choses qu'ils ont vécu cette pandémie comme quelque chose contre eux ou d'horrible, etc. Alors que si on prend du recul, c'est le cycle de la vie, en fait. Santé, pandémie, guerre, paix, avec plein de nuances autour de ça. Et donc, il y a eu une certaine forme de recherche de refuge dans la spiritualité. Et moi, aujourd'hui, la position que je prends dans la spiritualité, c'est, on va dire, de l'ancrer, parce que je trouve que au-delà des éveils, il y a eu beaucoup également une mouvance de ce que moi j'appelle la spiritualité doudou, c'est-à-dire d'aller rechercher dans la spiritualité le fait que l'extérieur va nous dire quoi faire, comment faire, et va nous promettre, on va dire, une beauté d'être absolue, une beauté d'âme absolue, et paix, amour, richesse, prospérité et tout le tiquanté. Donc moi, ça, je sais pas du tout ma conviction. Moi, je pense que nous sommes que complexité et imperfection et que le monde est à cette image-là. Et du coup, le fait que, malgré moi, si je peux dire ça comme ça, j'ai une certaine forme de notoriété, et ben, j'utilise du coup cette notoriété-là pour pouvoir plus ancrer cette spiritualité et davantage dans une acceptation de soi plutôt qu'aller rechercher une perfection ou fuir son quotidien. Donc, une perfection qui est illusoire et puis fuir son quotidien et fuir sa part de responsabilité. Parce que dans la spiritualité également, on peut fuir sa part de responsabilité. C'est pas ma faute parce que c'est un contrat d'âme. C'est pas ma faute parce que je suis médium, tu vois. Au-delà des capacités, parce que moi, je pense qu'on a toutes et tous des capacités. Moi, je me considère pas, par exemple, avoir de dons, en fait. Je suis Kisa, en fait, et ces capacités sont de médiumnité, etc. Elles sont ouvertes depuis que je suis née. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Parce que c'est pas toujours un cadeau, ce truc-là. Mais du coup, voilà, c'est davantage l'acceptation de soi plutôt que de se fuir dans la spiritualité. Et je trouve qu'actuellement, il peut y avoir ce courant-là où on se fuit à travers des concepts spirituels qu'on va utiliser pour dire « Ah non, c'est pas de ma faute, hein, vraiment, c'est pas moi, quoi. » Oui, complètement. Et puis, c'est parfois utilisé aussi dans une forme de dualité, tu vois, c'est-à-dire il y a moi qui suis spirituelle et qui ai compris certaines choses et qui peut voir les choses d'un regard bienveillant, etc., et qui sont parfois des leurres et de l'ego spirituel qui se faufile. Et de l'autre côté, il y a les gens qui sont soi-disant pas éveillés, etc., etc. Et donc, c'est aussi assez dangereux parfois comme tu dis, d'utiliser cette soi-disant spiritualité qui est en fait une autre forme d'exploration, une autre forme de parfois avec ses écueils également, pour aller soit se déresponsabiliser, soit continuer une forme de séparation, soit continuer de nourrir son ego d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, et se regarder toujours avec une forme d'honnêteté assez radicale finalement, qui peut être parfois déstabilisante, qui peut être parfois désagréable, aller jeter la lumière sur ses parts d'ombre, etc. Ça fait aussi partie du voyage et j'ai l'impression que c'est la deuxième phase un peu de l'éveil, tu vois. Généralement, les gens sont « Ah, super, j'ai un ange gardien, c'est merveilleux, j'ai plein de choses positives qui m'arrivent, j'ai des signes, etc. » Et tout d'un coup, la vie, elle te dit « Bon, c'est bon, ma chérie, maintenant, t'es prête, maintenant, on va aller faire des nettoyages, on va aller réaligner certaines choses, on va aller te permettre de grandir dans des espaces où tu n'étais pas prête à aller jusqu'à maintenant. » Et c'est vrai, et ça, finalement, on le met pas toujours en avant parce que c'est pas le truc le plus glamour et peu en parlent. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est pas forcément ce qui est le plus attractif, en tout cas dans la spiritualité. Ah, mais alors, d'où la question. Moi, j'invite toujours les personnes à se... Alors, je suis persuadée moi, la première, qu'à 90%,
des personnes rentrent dans la spiritualité parce que moi, du coup, j'appelle la spiritualité doudou, c'est-à-dire qu'il y a une forme de recherche de refuge et également aussi de soulagement de la souffrance. Vas-y, il faut que ça s'arrête, tu vois, il faut que ça s'arrête. Et moi, je n'en veux absolument pas, on va dire, à ces personnes-là. Moi, parfois, je me fâche contre des personnes qui se disent spirituelles et qui, du coup, au lieu de dire, oula, c'est pas mon rôle ou je peux pas le faire, vont dire, mais j'ai l'outil magique, viens chez moi, tu vas voir, c'est merveilleux. En 2 jours, tout ça, c'est terminé. Et je pense, comme tu dis, sincèrement que la plupart des personnes qui arrivent vers la spiritualité sont dans la spiritualité doudou et ensuite, du coup, quittent cette spiritualité doudou pour ce que moi j'appelle la spiritualité ancrée et sont du coup dans ce ah ouais, mais en fait, tout ce que je reproche aux autres, alors évidemment, on nuance énormément mes propos, s'il vous plaît, la nuance c'est la vie, mais tout ce que je reproche aux autres, en fait, tu te rends compte que les autres sont ton miroir. Et oui, ça peut être toi que tu vois en fait. Donc ça peut être hyper déstabilisant, ça peut être hyper désagréable, mais pour moi c'est la clé du bonheur en fait, parce que du coup ça permet de s'accepter et surtout ça permet aussi de se foutre la paix dans mon langage à moi. Moi je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent mais comment tu arrives à lâcher prise, etc. C'est que je ne m'impose rien. En fait, je m'impose pas d'être d'une telle façon, d'avoir toi, une certaine façon de parler, un certain timbre de voix, une certaine façon de m'habiller. Bon, là, le cadre, il est là parce que c'est là où je fais mes vidéos. Mais si j'avais envie d'être dans le salon, je l'aurais fait dans mon salon, en fait. Tu vois, je m'impose rien. Parce que pour moi, ça, c'est de l'ego spirituel. J'ai une mèche qui m'embête depuis tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est de l'ego spirituel et c'est une fuite de soi. Dans tous les cas, le but, si je parle autant de façon cash de ça, c'est que moi, la première, je l'ai fait. Donc, c'est aussi accepter que on est capable, nous sommes qu'imperfections et des boulettes ou des erreurs, ce qu'on considère être des erreurs, on en fera. Et on en a fait et on en fera encore. Au-delà de notre essence lumineuse spirituelle, nous sommes que des êtres humains. Hein. Donc, c'est aussi important de se remettre dans cette condition-là. Mon âme est à l'intérieur, mais là, j'expérimente l'humanité. Et l'humanité n'est qu'imperfection. Complètement, un peu d'humilité, ça fait du bien. On peut être à la fois l'incarnation du divin, mais aussi l'humanité et comme tu dis, dans cette humanité grande de se dire, alors attention, j'ai pas tout compris et c'est pas demain la veille que j'aurai tout compris et ça fait parfois un peu du bien. Et ça fait aussi mettre les choses en perspective, moins se prendre au sérieux parce que la vie, et j'aime bien cette idée de spiritualité ancrée, la vie, elle est ici d'abord. Elle est ici dans ce que tu fais, dans les relations que tu as, dans ce que tu construis, dans tes projets, dans la nature qui t'entoure, dans tes 5 sens, etc. Et n'oublions pas que en étant dans notre vie ancrée et justement en incorporant après notre sensibilité, notre spiritualité, le sens en fait finalement qu'on donne à tout ça, ça ne fait qu'enrichir notre expérience matérielle, humaine et quotidienne finalement. C'est ça, ce qui compte au final, c'est l'instant présent. Et après, pareil, moi je dis toujours, la spiritualité, elle propose, il n'y a pas un chemin du bonheur, parce que déjà, le bonheur, pour moi, c'est une construction qui est personnelle et la définition, elle est différente en fonction de chacun, comme la réussite, c'est pareil, comme le bien-être, c'est pareil. Et la spiritualité, c'est plein de chemins disponibles. Et c'est toi qui vas décider de quel chemin que tu prends. Mais ce qui compte, ce qui compte, c'est vraiment l'instant présent. Et prendre conscience également que plus, alors je ne sais pas si toi, parce que je sais qu'on a à peu près le même parcours, mais plus tu vas apprendre des choses et plus tu vas te rendre compte que tu ne sais rien. Donc c'est ça le fait de dire, je lâche prise, voilà, j'ai mes convictions, je lâche prise et je profite. Je chope les minutes, les secondes, je les vis intensément. Même si j'ai le pire karma de la Terre, même si j'ai toutes les blessures, même si je suis dans l'auto-sabotage, les 2 minutes là qui sont là, je les chope et je les vis. Et c'est ça la clé du bonheur. J'adore ce que tu partages. Et j'adore parce que on sent dans tes propos, et ça fait du bien aussi, je trouve, que c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans des élucubrations mentales complexes de alors j'ai cette blessure, donc je me cache derrière, donc ça fait ci, donc ça fait ça, et tout surpenser, tout suranalyser sa vie, tu vois. C'est-à-dire que l'exploration, elle est merveilleuse, l'apprentissage, il est
enrichissant et il fait partie de notre chemin forcément, mais c'est quand même l'expérience qui est la plus grande des richesses et le plus grand des apprentissages. Et les leçons d'âme, on va les avoir pas dans des livres, on va les avoir dans notre vie, par les expériences qu'on va avoir, par les défis qu'on va rencontrer, par les transformations qu'on va s'autoriser à avoir. Ouais, et ça fait du bien aussi d'entendre ça et de réaliser que la spiritualité, c'est pas uniquement, comme tu disais, essayer de mettre des mots sur tout ce que l'on vit, essayer de se cacher derrière un karma, essayer de se déresponsabiliser derrière une notion que l'on a apprise, etc. Et c'est avant tout de revenir s'incarner et de venir s'ancrer dans la vie quotidienne. C'est ça, c'est vraiment être dans l'instant présent et s'autoriser à être. Moi, il y a une phrase qui me parle pas du tout, qui est devenir la meilleure version de toi-même. Pour moi, ça, c'est nourrir la société de performance et c'est du capitalisme spirituel. Sois juste toi-même. Tu n'es pas un robot, tu n'as pas des mises à jour. Tu es un être avec des énergies en mouvement qui vit dans un monde en mouvement. Donc, des fois, dans mon langage à moi, c'est un grand bordel. Mais c'est ça, la vie. Donc, ne cherche pas à être la meilleure version de toi-même parce que là, on peut rentrer dans la charge mentale spirituelle, on peut rentrer dans le fait de s'imposer des choses, etc. C'est pour ça, moi, pareil, on pose souvent la question, est-ce que tu as besoin de faire des pauses dans ta spiritualité? Mais je dis jamais, parce que je ne m'impose rien. Je veux méditer, je médite. Je n'ai pas envie de méditer, je médite pas. C'est aussi clair que ça. Donc, j'ai jamais besoin de faire de pause en disant, oula, vas-y, ça prend trop de place. Parce que tout est une question d'équilibre, en fait. Et je cherche pas à être la meilleure version de moi-même. Déjà, être moi-même, c'est un grand défi. Alors, la meilleure version, on verra ça dans une prochaine vie. Merci de partager tout ça. Je pense que c'est libérateur aussi pour beaucoup de personnes parce qu'on a parfois effectivement l'impression que la spiritualité égale une forme de rigueur, de discipline, d'injonction. Et sous un certain aspect, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de discipline, ou de rigueur, c'est-à-dire non pas dans le fait de, OK, il faut méditer tant d'heures par jour et faire telle chose et avoir tel régime et toutes ces choses-là, mais peut-être plutôt dans une forme de revenir à soi régulièrement, faire un petit check-in pour voir où on en est sur son humilité, sur son positionnement par rapport aux autres, voir s'il y a des pensées qu'on a laissé s'installer, prendre de la place et qui viennent nous tirer vers le bas. Ça, c'est aussi une forme d'hygiène, en fait, peut-être intérieure, qui fait partie, pour moi, en tout cas, de l'hygiène spirituelle, mais qui n'est pas, comme tu le dis si bien, dans ces injonctions, dans cette obligation, et surtout, on n'est pas... sinon, c'est de retour au devoir, à l'école, à ce sentiment de faire un truc rébarbatif. C'est lourd, quoi. On n'a pas envie de ça. En tout cas, ça peut être une voie d'exploration pendant un temps, mais en général, on finit par s'enlacer. Et comme tu le dis, on a fini par avoir besoin d'une pause parce qu'il faut se reposer de toutes ces injonctions au bout d'un moment. On peut faire un burn-out spirituel, hein, vraiment. Hein. J'ai eu la question pas plus tard hier lors d'une FAQ, tu vois, sur mon compte. Et moi, je le comprends, ce burn-out spirituel, quand tu t'imposes plein de choses. Il y a un moment, en plus, ça peut créer une certaine forme de culpabilisation, parce qu'il faut que tu travailles sur toi. Mais du coup, il faut que tu travailles aussi sur les générations précédentes. Et il faut que tu fasses attention aux générations futures. Il suffit que tu sois parent et femme, entre 30 et 40 ans, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu n'es qu'injonction. Et je trouve que déjà, les injonctions sociétales, elles sont très fortes, que les injonctions spirituelles également, elles le sont. Donc, il y a un moment où, non, laissez-vous tranquille. Moi, je dis toujours, on fait le maximum avec les moyens qu'on a. Et il y a des jours où tu n'as pas de moyens à ta disposition. C'est-à-dire, il y a des matins, alors évidemment avec nuance, mais il y a des matins, tu te réveilles et tu n'as pas de moyens, c'est-à-dire tu n'as pas de ressources. Et même si tu médites, etc., elles ne sont pas là. Alors, pour différentes raisons, soit tu es fatigué, soit tu as passé une mauvaise journée, soit tu es stressé, soit tu es malade, par exemple, tu as un énorme rhume, tu n'as pas de ressources. Et bien, tu te fous la paix, tu te laisses tranquille. Et tu prends le temps de te reposer, de rien faire et de reconstruire, on va dire, ton capital intérieur. Et lorsque tu as l'espace mental, extérieur, psychique, émotionnel, énergétique, pour par exemple, travailler sur toi ou pour découvrir de nouvelles choses, fais-le. Mais j'ai l'impression je trouve qu'il y a une croyance limitante aussi qui est très forte, qui est que on ne trouve le bonheur qu'à l'issue d'une très grande souffrance. Le bonheur n'a pas de prix à payer. C'est pas les gens malheureux
qui ont le droit d'être heureux. Et tu n'as pas à être malheureux pour ensuite être heureux. Ça n'a pas de prix, le bonheur, comme la sérénité n'a pas de prix, le bien-être n'a pas de prix. Et il y a trop cette dimension de vas-y, souffre, il faut souffrir pour être belle. Souffre un bon coup et tu vas voir après, ça va bien se passer. Et du coup, sans se rendre compte, on peut soi-même créer cette propre souffrance par les injonctions, etc., en se disant, ça va m'apporter le bonheur que j'attends. Mais on n'attend pas le bonheur. Il est à l'intérieur de soi. Bien sûr. Ça me fait penser aussi au fait que j'observe parfois dans les questions que je peux recevoir ou les messages, beaucoup de personnes qui, parce qu'elles expriment, témoignent en fait le fait qu'il y a une forme de fuite de tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que s'il y a une émotion désagréable, s'il y a une colère qui arrive, s'il y a des pensées négatives qui arrivent, eh bien, c'est mal. Il y a une forme de culpabilité et il faut que ça disparaisse le plus rapidement possible. Et peut-être que c'est aussi que ça continue par ce que les réseaux, etc., où beaucoup de gens, et moi la première, on partage les choses plus positives. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien, on va pas se filmer en train de pleurer ou en train d'avoir une énergie, une colère, et on a envie de parler à personne. Qu'est-ce qu'on va partager? C'est difficile, enfin, c'est pas naturel, évidemment. Et en fait, par cette discussion, je trouve ça super de pouvoir rappeler aussi que tout le monde a des moments comme ça. Après, comme tu dis, on a différents outils, on a des ressources et on arrive à naviguer avec peut-être un peu plus de paix intérieure. Il y a un truc que je disais toujours à ma mère quand j'étais plus jeune et que ça allait pas. Je disais, non, mais tu sais, parce qu'elle s'inquiétait, je disais, non, mais tu sais, c'est comme l'océan. Des fois, il y a une tempête au-dessus de l'océan, mais dans le fond, l'océan est toujours calme. Et je lui disais toujours ça. Je disais, dans le fond, tout va bien, je sais que ça va, j'ai mes ressources, je sais, j'ai la foi, j'ai confiance en moi et en la vie, mais là, j'ai une tempête. Donc, c'est ma tempête, donc je pleure, je suis pas bien, je suis énervée, je suis ci, je suis ça. Et la tempête, eh ben, elle finit toujours par passer. Et de ne pas avoir peur de ces moments-là, je trouve que c'est une force extraordinaire aussi pour pouvoir les regarder en face, apprendre à les naviguer, à surfer sur les vagues de cette tempête et en tirer quelque chose, ou pas d'ailleurs, mais simplement le vivre. Et c'est ce qui fait partie aussi de l'expérience humaine. Et je trouve que tu le partages aussi bien dans ce que tu communiques et même dans tes créations finalement, parce que comme tu dis, c'est pas uniquement que des choses doudou, positives, pas uniquement. Il y a des choses qui font du bien à l'âme et qui nourrissent, mais il y a aussi des choses qui viennent, faire regarder les choses peut-être un peu moins lumineuses parfois, ou qui font peur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je partage tout à fait ton avis. Ta façon Et, de voir les... Pardon? Et ta façon de voir les choses. Merci. Et je voulais aussi te poser une question qui peut-être découle aussi de tout ça. Quand on a cette sensibilité, par le fait que justement, dès qu'on est petit, on a cette sensibilité, même parfois je vois des personnes qui ont eu un réveil plus tard, à 30, 40, 50 ou plus, eh bien on développe cette sensibilité aussi, parce que forcément, plus on est sensible au monde autour de nous, aux paroles, etc., plus on libère notre armure, plus on a cette forme de sensibilité. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de sensibilité, d'hypersensibilité, etc. Je sais que toi, tu résonnes avec cette sensibilité aussi, et tu l'as parfois partagée dans ton histoire et dans ton parcours, et ça se comprend avec ce que tu as vécu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, de manière concrète et intérieure, est-ce que tu vis cette sensibilité et comment est-ce que tu en fais un atout merveilleux dans ta vie? Alors, qu'est-ce que tu entends par sensibilité? Alors, par sensibilité, je pense que je veux dire le fait d'avoir une sensation forte par rapport à différents stimuli extérieurs. Ça peut être à la fois peut-être une sensibilité sensorielle, tu vois, ou alors même énergétique, c'est-à-dire que l'énergie d'une personne, ou moi, par exemple, je suis très sensible, il y a plein de choses de contenu que j'ai vraiment du mal à regarder. Tu vois, dès qu'il y a trop de violence ou dès que ça va vraiment être intense, ça me heurte. Enfin, je mets beaucoup de temps à m'en remettre, tu vois, par exemple. Ça, c'est une façon à moi, disons, d'être sensible, mais ça va être des sensibilités énergétiques par rapport à des lieux, autant dans le positif que tu vois vers le bas. Il y a vraiment cette, j'ai envie de dire fragilité, c'est pas le bon mot parce que c'est un peu péjoratif, c'est pas le cas. Mais tu vois. Moi, c'est surtout le bruit. Mm. Ma grande sensibilité qui peut être très, parfois, malheureusement handicapante,
C'est le bruit parce que j'ai un... Donc c'est pour ça que j'habite à la campagne, dans un tout petit village. Je suis pas la personne la plus sociale de la Terre, loin de là. Moi, j'adore être chez moi, au calme, parce que j'ai une sensibilité au bruit. C'est-à-dire que le bruit, en fait, je vais avoir une forme de jauge. Et lorsque la jauge est atteinte, le bruit va me gifler, en fait. Vraiment, je le ressens physiquement. Quelqu'un va me parler, ça va me faire mal. Donc, j'aime pas du tout être beaucoup entourée. C'est pas quelque chose que je recherche. Et j'ai également la sensibilité énergétique, la sensibilité émotionnelle. Et ça, comment je le gère? Eh ben, déjà, c'est beaucoup de l'ancrage. Ça, c'est hyper important vraiment de s'ancrer. Moi, quelque chose que je fais quasiment tous les jours, sauf quand j'en ai pas envie, c'est la méditation en pleine conscience. Donc, c'est vraiment soit s'asseoir ou être debout, mais les pieds bien au sol, fermer les yeux et prendre de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche pour ressentir tout mon corps. Et en fait, je le fais jusqu'à que je ressens tout mon corps de la tête aux pieds. Ça me permet vraiment de m'ancrer et d'être là, ici et maintenant. Et du coup, ça m'aide à mobiliser mes ressources pour vivre la journée parce que je suis très sensible au bruit et aux gens. Et la semaine, je commence toutes mes journées à être en contact avec plein de gens que je ne connais pas et j'ai pas, je leur en veux pas. Je n'ai rien contre eux, mais je veux pas les voir. Ce sont les parents d'école, des élèves d'école. Donc, toute la journée, ça commence comme ça. Quand je dépose mon fils à l'école, où je croise plein de gens que j'ai pas envie de voir, parce que ça parle, c'est fort, les enfants, ils crient. Donc, je m'ancre beaucoup avant de faire ça. Et ça dure 3 minutes, mais c'est 3 minutes pénibles. Et c'est comme ça, ça va être comme ça pendant des années parce qu'il n'est qu'en moyenne section. Mais non, non, sinon, c'est vraiment beaucoup l'ancrage, la respiration. Et c'est le fait aussi que après, je vais avoir besoin d'un moment de rechargement. C'est-à-dire, par exemple, c'est le truc tout bête, mais tu vois, demain, j'ai une séance de dédicace à Paris. Demain soir, je vais rentrer et je vais avoir besoin de m'enfermer dans ma chambre pour me décharger. En fait, sur le moment, j'y pense pas. Quand je rencontre beaucoup de gens, sur le moment, j'y pense pas. C'est hyper intense, etc. Je profite, je m'intéresse à chaque personne parce qu'à chaque fois, je me dis toujours, mais pourquoi tu viens me voir, moi, et pourquoi, tu vois, bon, bref, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, ça aussi. Mais après, je sens en fait que tout mon corps en fait lâche. Donc, moi, je suis quelqu'un pour gérer ma sensibilité, on va dire, je suis peut-être plus dans l'évitement, c'est-à-dire, je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un de très solitaire, j'en souffre pas du tout et je m'ancre. Mais il y a peut-être que dans 5 ans, 6 ans, j'aurais changé parce que j'aurais quitté cette forme d'évitement, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Je te comprends particulièrement et c'est rigolo parce que parler de rechargement, je pense que c'est important et de le souligner. Et je me souviens quand je travaillais à Paris dans une grosse ONG et on avait des horaires à rallonge vraiment jusqu'à tard le soir, parfois le week-end, etc. Ou même quand j'étais à la fac et le week-end, quasiment tout le temps, je passais genre 2 heures à méditer sans rien faire. Et parce qu'en fait, c'était comme, tu vois, un besoin, je ne sais pas comment expliquer, c'était vraiment nécessaire pour moi, quoi. Et aujourd'hui, rares sont les fois où je passe 2 heures totales à méditer, tu vois ce que je veux dire? Parce que ma vie est faite de telle manière que j'ai plus le besoin de autant me recharger parce que j'ai moins fait, comme j'appelle souvent, le grand écart énergétique, où des fois, tu es dans des environnements ou avec des personnes ou dans des milieux stressants, etc., où il faut vachement prendre sur soi et se recharger, c'est hyper important. Et ça peut ressembler à différentes choses pour différentes personnes aussi, mais je pense de le souligner, c'est important parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on a besoin de se recharger jusqu'au moment où on fait un burn-out ou même on est malade ou on a un moment de fatigue intense, etc. Le burn-out est un mot qui est très fort, mais n'oublions pas qu'il y a plein de niveaux avant qui préviennent ça finalement, de fatigue. Donc ouais, se recharger, s'ancrer, ouais, c'est super important. Donc merci de partager ça. Toi, tu as fait un burn-out, non, me semble-t-il, dans ton chemin? Moi, j'ai fait un burn-out parental. Moi, moi j'ai fait un burn-out parental. C'est la première année de petite section de mon fils, sa rentrée à l'école, où en plus j'avais emménagé dans le Jura et je connaissais personne à part Johan.
Non, ça a été très dur parce que mon fils et moi avons été énormément jugés. En fait, mon fils est un enfant qui, on va dire, a son bon caractère, malheureusement pour lui, et surtout qui a un gros problème avec l'autorité. Donc, en fait, si tu lui dis quelque chose et que si tu lui dis assieds-toi, point, jamais il ne va s'asseoir. Et il va t'expliquer par A plus B pourquoi il ne s'assied pas. Alors que si tu lui dis assieds-toi parce que là, on va apprendre quelque chose, il va s'asseoir. Mais il faut toujours lui donner du sens. S'il n'y a pas de sens, et puis c'est un embrouilleur. Donc il adore embrouiller les gens, c'est sa passion. Bref, c'est un filou. C'est un filou. Il est verso, hein, donc l'indépendant, je fais ce que je veux, et tout le tic quanti. Ce qui fait que la maîtresse d'école, sa première maîtresse d'école l'a pris en grippe. C'était un moment assez dur, hein. L'a catégorisé au final comme un enfant capricieux, difficile. Un jour, il a claqué une porte, elle l'a considéré comme dangereux. Enfin bref, ce qui fait que moi, je récupérais mon fils le soir hein, dans un état émotionnel catastrophique. Et du coup, j'ai décidé de le mettre que le matin à l'école. Et suite à ça, on m'a dit votre fils, alors des phrases comme ça, votre fils n'est pas normal, votre fils doit aller en institution. Du coup, on a passé plein de tests. J'ai fait que ça, des tests à mon fils et au final, à la fin, on m'a juste dit, bah, il a un trouble cognitif. Je dis, d'accord, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer? Donc, au final, il rentre dans tout ce qui est... On m'a parlé d'autisme également. Donc, au final, il n'est pas autiste, mon fils. Il est HP au final. Il est HP, mais les deux. C'est-à-dire qu'il est... donc, ça a été diagnostiqué. Hein. Il est au potentiel intellectuel et émotionnel. Donc, il a toujours besoin d'apprendre, toujours besoin d'apprendre. Et pour l'instant, il ne sait pas gérer ses émotions, puisque ça part dans tous les sens. Donc, ça a été très dur parce que je me suis retrouvée seule face à, on va dire, un mur d'institutions euh, que je comprenais pas où il voulait m'emmener et j'avais l'impression qu'il nous comprenait pas aussi. Il faut savoir aussi que moi, je suis maman solo hein, depuis que je suis enceinte. Donc, malheureusement aussi, j'ai pas mal été catégorisée et jugée par rapport à ça, surtout que j'ai pas un métier entre guillemets normal, donc je suis tatouée de la tête aux pieds, donc enfin bref, je t'en passe, c'est des meilleurs. Donc, ça a été très, très dur. Ça a été très, très dur et ça a été dur jusqu'à parce que moi je suis pas originaire de Normandie, moi je suis originaire de Normandie. En fait, il y a 5 ans, ma maison elle a pris feu. Mon fils était avec moi, elle a pris feu en pleine nuit, on a fait mourir, hein. Et j'ai tout perdu matériellement et j'ai réussi à sauver la vie de mon fils et de mes chiens, mais matériellement tout est parti et du coup j'ai fui la Normandie. Je me suis dit la Normandie elle me met dehors. Et donc je suis partie en région parisienne. J'en ai eu la région parisienne avec mon intolérance au bruit, je pétais les plombs. Donc, mais pour moi, je ne pouvais pas rentrer en Normandie parce qu'elle m'avait chassée. Donc, du coup, je suis partie dans le Jura. Et alors que j'étais dans le Jura, j'ai une amie, très très bonne amie en Normandie, qui m'a dit bah, viens passer un week-end à la maison, tu n'es jamais revenue depuis l'incendie. Et donc, je suis revenue en Normandie. C'était une des premières fois depuis l'incendie. Et elle m'a regardée et elle m'a dit bon, allez, ça, maintenant, ça suffit. Elle m'a dit ça suffit, tu rentres à la maison. Et en fait, ça m'a donné comme si la porte de la Normandie disait tu peux rentrer. Et donc, nos enfants, ils ont 2 jours, sa fille et mon fils, ils ont 2 jours d'écart. Donc, elle m'a dit j'ai parlé de Ménal à la maîtresse. La maîtresse, entre guillemets, elle n'a pas peur. Viens, tu vas voir, ça va aller. Et en fait, tout a changé à l'école parce que la maîtresse, on va dire, elle a un peu pris le temps avec Ménal. Elle a juste dit, mais en fait, c'est juste qu'il s'ennuie à l'école. Donc, je vais juste lever le niveau, entre guillemets. Je vais lui mettre des devoirs encore plus ou d'un autre niveau. C'est juste, il s'ennuie. Et c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, mon fils, je le récupère le soir à 18h. Bon, des fois, il est puni quand même, mais il va très bien et ça va très bien, lui et moi. De ce que je garde de ce burn-out parental, c'est encore beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue et surtout beaucoup de peur du jugement. C'est-à-dire que, par exemple, là, depuis la rentrée, on a changé de maîtresse, j'évite la nouvelle maîtresse. Parce que toujours peur de la critique, tu vois. Mais non, ça a été, ça a été dur. Et tout ce qui est burn-out, tu perds. Et ça, pourtant, c'est pas du tout
ma nature, mais tu perds espoir en fait. Tu as l'impression que c'est le néant et que tu t'en sortiras jamais. Donc c'est ça aussi qui a motivé que j'ai arrêté les consultations parce que mon fils avait besoin de moi en fait. Et c'est mon fils avant tout. Et d'ailleurs, j'ai pas repris les consultations et pour l'instant, je pense pas que je les reprendrai. Il y avait d'autres raisons de pourquoi j'ai arrêté les consultations, mais c'était en grande partie par rapport à ça. Voilà. Merci de partager tout ça. C'est beau, c'est touchant et puis c'est vrai, tout simplement. C'est ton histoire et chacun peut y trouver des choses qui résonneront aussi avec son propre parcours. C'est amusant, enfin amusant. La synchronicité est drôle parce que ce matin, donc on enregistre cette entrevue, j'ai osé faire une vidéo que j'ai pas encore publiée ni rien, mais enregistrée. Ça fait des années que j'y pense, mais que j'ai jamais osé la faire, sur le fait d'être HP, surdoué, zèbre, on l'appelle comme on veut, et spirituel. Moi, j'ai été diagnostiquée quand j'étais petite. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment les termes, il n'y avait pas vraiment, disons, l'avancée qu'il y a aujourd'hui. Et j'ai eu de nouveaux tests après en étant adulte. Ça a été tout un chemin aussi, un parcours personnel, libérateur, euh, voilà, qui m'a permis en tout cas de guérir beaucoup de choses parce que ça a été difficile aussi dans l'enfance. J'ai eu une enfance très joyeuse, mais il y a eu beaucoup d'incompréhension et beaucoup de frustration. À l'école, il y a eu des moments difficiles et surtout avec le monde qui m'entourait, qui participait encore plus de ce décalage que je ressentais avec le monde, et de cette impression de, en fait, je suis pas faite pour être dans le monde parce que je corresponds pas du tout aux attentes. Je parle trop vite, j'ai pas les mêmes envies, je fonctionne pas de la même façon, etc. Et donc j'ai aussi eu le diagnostic au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Et donc, ça permet en tout cas d'avoir les mots pour l'exprimer, ça permet de se regarder d'une autre manière. Et en tout cas, moi, en tant qu'adulte, ça m'a permis de lâcher une forme de culpabilité que de se dire, en fait, c'est moi le problème. Moi, j'ai grandi en me disant, tu vois, c'est moi le problème. Et avec l'expérience que tu partages de ton fils, ben, en fait, le monde te dit toute la journée, tu es un problème. Hein, parce que ça se manifeste de différentes façons selon les humains, mais en fait, ça, c'est vraiment le retour, le miroir que tu as en permanence où tu gênes les adultes par ce que tu dis, par comment tu es, par justement cette histoire d'autorité, le fait que tu comprends pas pourquoi tu n'es pas traité comme un égal parce que tu es un enfant, mais ça veut rien dire d'être un enfant, tu es juste une autre personne. Et ouais, donc je trouve ça beau que... Et c'est drôle parce que Ménaël ne supporte pas qu'on lui dise que c'est un enfant. Eh ouais, moi j'avais ça aussi quand j'étais petite, ça me faisait péter des plombs. Il supporte pas qu'on lui dise que c'est un enfant. Il dit non, je suis pas un enfant, je suis Ménaël. Ah, j'adore ton fils. Mais je le comprends parce que parfois ça me rendait folle quand des adultes me disaient non mais attends, toi tu comprends rien, t'es... Comme si en fait ce qui comptait c'était surtout qu'on me faisait me sentir que j'étais inférieure et que ma parole n'avait pas de valeur. Heureusement c'était pas mes parents proches, mais combien de fois autour de moi et après dans le milieu du travail, etc. Ben, j'avais bien compris après parce que j'ai dû apprendre intellectuellement des choses à faire et à ne pas faire pour, tu vois, rationaliser les modes de fonctionnement et se dire, alors attends, ça, c'est pas accepté, ça, c'est accepté. Donc, je me suis bien faufilée et j'ai fait mon chemin, etc. Mais euh, j'ai bien vu vite qu'il y avait, quand je posais des questions, parce que comme ton fils, tu vois, ça se manifestait aussi. Il y a eu j'ai fait plein de jobs, moi aussi, à côté de mes études. Et plein de fois, on m'a reproché, mais alors toi, tu poses beaucoup de questions. Et il y avait des gens qui avaient la capacité émotionnelle de comprendre que c'était un besoin de sens et qu'en fait, s'il n'y avait pas une justification derrière une action, c'était pas possible pour moi de la faire de manière bête et sans but. Mais il y a des gens qui pensaient que c'était une mise en question de leur autorité et qui le prenaient très mal, etc. Donc c'est intéressant qu'on se mette à parler de ça. Et ouais, c'est tout un chemin. Donc que ton fils puisse t'avoir aussi comme maman. Et aujourd'hui, les choses ont changé par rapport à tout ça. Mais quel regard, toi, d'ailleurs, tu portes, disons, sur cette expérience-là d'âme que de choisir ce chemin-là, soit d'être au potentiel, soit d'avoir cette hypersensibilité, tu vois, toutes ces étiquettes un peu, parce que ça reste des étiquettes, mais de ces modes de fonctionnement. Je pense en fait que aujourd'hui, comment dire ça? Alors c'est pas du tout de l'ego trip, hein, ce que je vais dire, mais je pense que les futures générations qui arrivent
Ça a commencé avant, on les appelait les enfants différents, maintenant on les appelle les enfants actuels. Je pense que ce sont des âmes qui sont anciennes, c'est-à-dire des âmes qui ont une certaine forme de sagesse. Pour moi, c'est pas parce qu'elles ont une sagesse qu'elles sont supérieures, hein. Et je pense que c'est le cas d'énormément, mais de quasiment tous les enfants qui sont là, parce que le but, c'est qu'on arrête cette forme de conditionnement et de brutalité qu'on se fait à nous-mêmes et à la planète, parce qu'il y a un moment, faut bien que ça s'arrête. Et je pense du coup que cette sagesse, tu sais, vient allumer une certaine forme de neurones, de synapses, vient au final augmenter les énergies du corps, et donc ils sont davantage connectés à leurs facultés, à leurs capteurs nerveux, etc. Et c'est ça pour moi qui peut, si on peut y avoir une explication au potentiel, c'est ça au final. C'est cette sagesse qui vient optimiser, entre guillemets, toutes les capacités du corps. Moi, ce qui est assez fou, c'est que déjà la parentalité, pour moi, c'est une relation entre deux enfants. C'est l'enfant intérieur de l'adulte avec l'enfant en construction. Et j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis rappelée de beaucoup de choses, moi, quand j'ai vécu, quand, quand je vois mon fils. Et d'ailleurs, je pense que le burn-out parental également a été tout un travail intérieur, parce que ça m'a reconnecté à des expériences de vie passées. Mais c'est le truc tout bête. Moi, j'ai fait le catéchisme parce que j'ai vu mon frère et ma soeur qui avaient eu leur communion et qui avaient plein de cadeaux. Moi, je voulais une montre. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, je fais le catéchisme. J'ai été virée. J'ai été virée parce que je posais trop de questions. Et j'ai toujours eu c'est vrai que mon fils parle beaucoup, mais moi j'ai toujours eu si on te demande, tu diras que tu sais pas. Isabelle, il y a du monde, tu te tais. Tu vois, là, il y a des gens vraiment, où tu me fais. Là, tu me Moi, fais. j'avais une préparation avant d'aller parfois chez mes grands-parents, quoi. Ma mère, elle me disait, bon, ça, tu dis pas. Ça, tu fais pas comme ça. Du coup, j'avais la préparation avant, tu sais, le briefing, genre, OK, c'est parti. Allez, donne tout ce que tu as. Pour bien... Tu vois, ce matin, parce qu'hier, il a été puni parce qu'il a fait le bordel. Ce matin, je lui ai dit, s'il te plaît, Ménaël, sois plus sage à l'école, mais je lui dis toujours, sois plus sage parce que tu vas passer un meilleur moment, et surtout, les autres enfants, ils ont besoin de calme. Tu vois, je lui dis jamais, sois sage, point. Moi, je trouve que c'est hyper important de donner du sens, et c'est encore plus important pour moi de donner du sens à ce que fait mon fils, parce que moi, je n'ai pas eu de sens. Tu vois, c'est l'autorité de soit comme ci, soit comme ça, tais-toi, tu parles trop, tu prends trop de place. Et après, ça donne des adultes qui galèrent à se reconstruire et qui, en plus, peuvent créer des dommages collatéraux, parce que vu qu'ils sont dans un mal-être, et ben, par exemple, ils peuvent créer que des schémas relationnels négatifs, et sans s'en rendre compte, ils vont blesser d'autres personnes, et on s'enferme dans un cercle vicieux. Donc, moi, j'ai foi en la future génération. J'ai foi en nous, à notre génération actuelle, mais j'ai également foi en notre future génération, et je pense qu'ils vont davantage se réapproprier le fait d'être plutôt que d'avoir. Ouais. Ouais, et puis j'ai l'impression que aujourd'hui, les adultes que nous sommes, il y a une forme de déconstruction extrêmement importante qui est en train de se faire de justement tous ces schémas d'autorité sans but. En fait, on nous a tellement formatés, conditionnés à faire ce qui était attendu de nous, etc. Et ça a cassé, ça a brisé, ça a humilié, bref, toutes les blessures qu'on retrouve. Et aujourd'hui, on est dans cette déconstruction on remet en question ce qui nous a été inculqué. On est en train de se dire, alors attends, il y a peut-être d'autres façons de faire. Et ça, c'est sur le plan relationnel, mais c'est aussi sur le plan des modes je sais pas, de travail, par exemple. Alors, on serait temps de se dire que de s'enfermer derrière un ordi dans une boîte de 8h à 20h et de manger un sandwich derrière son ordi, être comme un fou avec les yeux comme ça, c'est peut-être pas le truc le plus naturel qui existe, tu vois. Et effectivement aussi sur plein de modes de fonctionnement aussi qui sont la vie et le rapport à la planète et les inventions qui sont en train d'être faites, etc. On est en train de se dire, attends, là, on a fait des choses qui n'avaient pas de sens. Et les enfants, j'ai l'impression, ne passent pas par cette case-là parce que, enfin, sans doute, certains d'entre eux ont un chemin similaire, mais beaucoup viennent déjà avec cette notion de, attends, alors ça va pas du tout, on va faire les choses autrement dès le début.
Moi, j'ai eu l'impression de fonctionner un peu comme ça, à ma manière, où il m'a pas fallu longtemps. J'ai jamais vraiment eu de vrai contrat de travail long, tu vois, parce qu'en fait, dès mon premier stage de 6 mois et mon vrai poste qui allait amener sur la suite, j'ai dit ah non non là, ça va pas le faire. On va fonctionner autrement et voilà. Et c'était sans doute mon chemin parce que la vie s'est réveillée très vite et j'ai été très bien guidée aussi dans la mise en place des choses, mais j'ai l'impression que plus ça va et plus tôt, en fait, les enfants ont cette notion tout de suite de se dire on va faire les choses autrement dès le début. Ah oui, ils refusent le conditionnement, clairement, hein. Donc après, tout est une question toujours. Moi, je dis toujours, si nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont expérimenté le conditionnement, c'est-à-dire la situation, toi, le mariage, l'entreprise où tu restes toute ta vie, le poste toute ta vie, la relation où tu rencontres ta future femme ou ton futur mari à 14 ans, on ne parle pas de divorce, ça va pas ou quoi, on achète la maison très tôt et on déménage jamais. Mais si eux ne l'avaient pas fait, on serait en train de l'expérimenter à leur place. Donc, c'est toujours une question de construction, déconstruction, construction, déconstruction. C'est le cycle de la vie au final. Donc, voilà, nos ancêtres ont vécu le conditionnement comme base d'ancrage. On s'est dit, ah, c'est pas ouf niveau épanouissement, tout ça, tout ça. Nous, on le déconstruit. Et je pense que ouais, les générations d'après, ils feront autre chose en mode freestyle, tu vois. Alors, on verra ce que ça donne. Mais moi, je, j'ai souvent, parfois, non, non, j'ai souvent, pas parfois, en ce moment, en tout cas, j'ai souvent honte d'être humaine. Tu vois, j'ose même plus regarder la météo parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Je fais vraiment partie de beaucoup de personnes hein, qui sont anxieuses par rapport à la planète. Et, voilà, j'espère sincèrement alors moi, par des actions, mais je suis pas du tout parfaite, hein, je suis pas, voilà, je suis pas zéro déchet, tout petit quanti. Je fais le maximum avec les moyens que j'ai. Mais voilà, j'espère sincèrement que l'être humain va mieux respecter sa maison. J'espère aussi, effectivement. Mais je vois beaucoup d'initiatives aussi, mais c'est toujours ce ping-pong hein, entre on voit des choses merveilleuses et ça donne foi, et puis après, il y a des nouvelles et des choses qui créent cette éco-anxiété. Maintenant, c'est devenu un mot, ça fait flipper que ce soit devenu un mot, ça veut dire qu'il y a tellement de personnes qui sont en stress et que voilà, que ça devient maintenant une réalité dans l'esprit de beaucoup de personnes, effectivement. Je te rejoins sur ça. Peut-être pour terminer un petit peu ce bel échange qu'on a ensemble, je voulais te poser des questions sur... Alors, il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder, mais là, celui qui me vient, qui découle de tout ça, c'est aussi celui de ta ou de la médiumnité, et donc de cette communication qui se fait avec les autres plans. Euh, Toi, comment est-ce que tu as réussi à l'assumer et à l'intégrer pleinement dans ta vie ancrée, quotidienne, ta vie de tous les jours, justement, pour rester dans le thème? Bah alors petite, je disais, voilà, j'en parlais tout le temps parce que pour moi c'était normal de voir, de ressentir. Je pouvais prédire entre guillemets les décès malheureusement parce que bah, je voyais les âmes des personnes qui allaient décéder me dire coucou, je vais partir. Et puis bah, on a appris à me taire, on m'a dit tu t'arrêtes de dire des choses comme ça. Puis après, j'ai pas eu une enfance facile, donc ça a vraiment été mise de côté. Et je pense que je l'ai vraiment accepté quand mon père m'a dit que j'étais comme lui, où là, ça m'a permis de l'exploiter pleinement. Alors après, euh, j'en parlais que si je ressentais quelque chose et que je savais que la personne était OK pour... j'ai jamais dépassé les limites des personnes. Mais après, cette médiumnité, on va dire, je l'ai un peu essayé à tout prix de la bloquer parce que j'ai perdu en peu de temps mes deux grands-mères qui étaient vraiment les piliers de ma vie, que j'aime toujours plus que tout. Et j'ai décidé vraiment de ne pas accepter leur décès. C'est-à-dire, j'ai vu le déni, je suis rentrée dedans et j'ai dit j'y resterai coûte que coûte. Et ça a duré 10 ans. Et ce qui est assez fou, c'est que donc, bah, du coup, je ressentais moins les choses parce que en fait, je ne pouvais pas
laissé ouvertes mes capacités de médiumnité parce que ça voulait dire que j'allais voir ou entendre mes grands-mères. Et si je les vois de l'autre côté, c'est qu'elles sont parties. Et moi, j'avais décidé d'être dans le déni. Donc, et par exemple, quand je faisais des conférences sur la médiumnité, il y en a une que c'était énorme. J'avais fait une conférence sur la médiumnité le lendemain, mais une otite, mais une double otite carabinée. Vraiment, je luttais contre. Puis au bout de 10 ans, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'accepter qu'elles étaient parties. Et en fait, j'ai créé l'oracle de la Voix des âmes, qui est un oracle pour développer et travailler ses capacités de médiumnité. Et en fait, je vais pas pleurer. En créant cet oracle, en fait, je leur ai ouvert la porte et en fait, je me suis rendu compte qu'elles m'avaient énormément manqué parce que j'ai ressenti leur présence, j'ai ressenti leur amour, j'ai communiqué avec elles. Et surtout, elles m'ont aidé dans la création de cet oracle. Et on va dire, c'est vraiment depuis la sortie de La Voix des âmes que j'accepte pleinement ces capacités, ces capacités-là. Oui, c'est parce que l'oracle de La Voix des âmes m'a aidé à faire le deuil de mes grand-mères, en fait. De me dire, non, elles sont plus dans leur cuisine, là, elles sont parties, c'est fini. Ça a été C'est une fini. création thérapeutique. C'est ça, exactement. Ça a été une création thérapeutique. J'ai adoré créer tous mes oracles, hein. Mais l'oracle de la Voix des âmes, c'est mon préféré. Et j'ai adoré, parce que moi, je crée la nuit. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Moi, c'est la nuit que j'écris ou que je crée. Ça a commencé comme ça, quand là-haut, ils m'ont réveillée. Toutes les nuits, je me réveillais pour écrire. Maintenant, non, moi, je me lève tôt, couche tôt. Donc, moi, je suis un oiseau de nuit. Bon, j'adore la nuit. Et j'ai vraiment adoré les nuits passées à créer cet oracle. Ça a été, ouais, c'est mon préféré. Mais après, voilà, je ne cherche pas à convaincre. Quelqu'un qui me dit, par exemple, la médiumnité n'existe pas, je veux dire non, non. La médiumnité n'est pas prouvée scientifiquement sur ton cadre de référence, ça je veux bien l'entendre, mais ne me dis pas que la médiumnité n'existe pas, sur quoi tu te bases pour dire ça, tu vois. Vas-y, explique-moi. Donc, je ne cherche pas du tout à convaincre. Et quand je ressens quelque chose et quand je sens que le message a besoin d'être entendu, je dis les choses. Mais voilà, je fais confiance dans mes ressentis. Quand je sens qu'il y a quelque chose, je regarde ce que c'est. Si j'ai peur, tu vois, je vais davantage m'ancrer, etc. C'est quelque chose de normal, en fait, comme respirer, manger ou parler à un pote qui est, voilà, comme s'il y avait toujours quelqu'un qui venait à la maison. En fait, c'est redevenu une normalité. Mais personnellement, j'ai toujours été comme ça. Donc, on m'a appris vraiment à mettre ça Sous dans une cloche. boîte, quoi. Sous Mm. cloche. Mm. Ouais, et c'est rigolo parce que tout à l'heure, on parlait de haut potentiel, etc. Et en fait, finalement, ça fait partie de nos expériences d'humains, enfin, pour certaines personnes, tu vois. Et en fait, c'est toujours le même chemin, c'est accepter, s'autoriser à être, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et lui laisser la place. Et ça va être de la médiumnité, ça va être le fait de reconnaître qu'on a un mode de fonctionnement cognitif différent, ça va être une sensibilité émotionnelle, etc. Mais tu vois, c'est toujours en fait la même chose. Après, ça nous fait prendre des chemins de vie, évidemment, mais c'est pas des cases qui nous définissent. En revanche, ça fait pleinement partie de notre expérience et de nous autoriser à être nous-mêmes, en fait. C'est Et exactement ça. et en fait, on bloque souvent. On a peur, on ne sait pas ce que ça va donner, on a peur de gêner, de pas correspondre, etc. Mais on en revient toujours à cette idée d'autoriser à. Et après, quand on reconnaît qu'il y a, alors là, on peut avancer avec, on peut raffiner, on peut en faire une force extraordinaire. Et voilà, et le terreau de cette création, par exemple, de cet oracle, et de plein d'autres choses finalement. Mais de toute façon, tant que tu dépasses pas tes limites et celles des autres, tu as le droit de tout faire. Très souvent, on va juger les autres parce qu'on va regarder dans les autres ce qu'on ne veut pas voir en nous. Et on ne peut pas contrôler le regard des autres, ni ce qu'ils pensent, ni ce
qu'ils veulent. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu nourris en toi et ce qui rentre chez toi. Donc, si j'ai bien un conseil à donner, si tu veux faire quelque chose ou vivre quelque chose, que ça ne dépasse pas tes limites et que tu ne dépasses pas les limites des autres, mais fais-toi plaisir. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Tu laisses parler les gens et tu kiffes ta vie. Parce que on peut trop s'auto-censurer par rapport à qu'est-ce que, toi, ma grand-mère, c'est mais qu'est-ce que vont penser les voisins? Et on s'en fout de ce que pense le voisin, on s'en fout vraiment. Surtout si tu le connais pas et si ce qu'il dit c'est pas constructif, tu l'écoutes pas et t'avances parce que la seule et si on pareil si on s'amuse à juger ta façon d'avancer, tu prêtes tes chaussures, tu dis bah vas-y je te regarde. Donc, on est l'actrice et l'acteur principal de notre vie et il n'y a que nous qui pouvons vivre notre vie. Donc, les autres peuvent nous inspirer, peuvent nous conseiller de façon constructive, mais on peut partager avec les autres, on peut aimer les autres, mais ne les laissons pas être des montagnes. Et malheureusement, ils sont des montagnes parce qu'on leur laisse la place. Donc, comme je t'ai dit au tout début, hein, moi, tout ce qui est gratos, non, Next. c'est pas... Je m'en fous, mais royal. J'adore, ça fait tellement du bien. Puis de toute façon, si on commençait à laisser de la place à tous les commentaires, à tous les regards, à toutes les remarques, on peut plus rien faire, on peut même plus respirer parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera gêné par notre façon de respirer. Donc c'est impossible, c'est impossible. Ouais, ouais. Ça demande, c'est à la fois un travail de lâcher prise et à la fois de s'autoriser soi, de s'assumer. Tu vois, c'est les deux, j'ai l'impression. C'est à la fois du passif et de l'actif. C'est à la fois du j'en ai rien à faire, je l'assume, je le dis, et à la fois du en fait, je lâche tout ce qui me fait croire que c'est important et que ça me définit, etc. Et ouais. Ouais, ça fait du bien aussi de l'entendre de nouveau de temps à autre. Et surtout, pour revenir à ce qu'on disait au début, dans parfois des domaines où il y a beaucoup d'injonctions, que ce soit la spiritualité ou ailleurs, parce que la vie, il y en a plein des injonctions. Celui qui veut en trouver, il en trouvera. Il suffit d'écouter n'importe qui. C'est la rue, et il en trouve plein. Exactement. Donc, à un moment donné, c'est OK. Je lâche les injonctions, même celles que parfois je me donne à moi-même, parce que je récupère celles qui ont été projetées et je me les fais miennes. Je lâche et après, qu'est-ce qui reste? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est là qu'on trouve le potentiel, la richesse, les créations, les transformations. C'est toujours à partir de ce moment-là. Mais c'est complètement le lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est pas se laisser aller et c'est pas du je m'en foutisme en fait. C'est je me concentre que sur ce que je peux contrôler. Et la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu nourris en toi. Le reste, tu contrôles rien. Donc, et on va dire que le lâcher prise, ça peut paraître compliqué à intégrer, mais c'est davantage un état d'esprit en fait. Mais quand tu l'as, tu te sens tellement mieux parce que tu dépenses plus tes énergies pour des trucs où t'as pas de prise en fait. Ce qui fait que tu retrouves vraiment ton essence à toi, tu retrouves ton énergie, tu avances plus vite ou mieux ou plus sereinement pour ce qui est important pour toi. Donc tu ne lâches pas en fait le lâcher prise, tu le gardes. Et très souvent on croit que c'est par le contrôle que on trouve le bonheur et qu'on avance. Très souvent quand tu cherches à tout contrôler, tu disperses tes énergies et tu t'épuises. Et tu t'épuises, ouais. C'est lâche prise, vraiment. Tout ce sur lequel tu n'as pas de contrôle, ça part, tu mets ça loin, tu sors ça de chez toi. Ça sert à rien. Ce que pense machin, ce que pense bidule, on s'en fout. De toute façon, tu peux être la personne la plus lumineuse de la Terre. Si quelqu'un en face a décidé que tu n'étais que noirceur, tu ne seras à ses yeux que noirceur. Donc, et c'est son droit à la limite. Si c'est ce que tu dois représenter sur son chemin à ce moment-là, ben soit incarne ça pour lui et, et il a tout le droit de penser ça aussi. Ouais, complètement. Merci infiniment, Isa, pour tes partages, pour cette discussion, pour tout ce que tu nous as exprimé pendant cette entrevue. On va rappeler où est-ce qu'on peut te trouver. Donc, il y a ton compte Instagram Isabelle Serre, ton site Les Oracles d'Isa, et bien toutes tes publications, tes parutions qui sont évidemment en librairie, sur Internet et ailleurs. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre? Non, tu es très bien renseignée. Ah, ben, super. Top. Mon job d'intervieweuse est rempli. Au top.
Super. Merci du fond du cœur, Isa. Et je te dis à bientôt, au plaisir. Et merci encore pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi et à très bientôt.